Nous sommes le 31 octobre, c'est la journée internationale des villes. Et c'est le moment de se poser des questions sur les villes dans lesquelles nous vivons au Bénin. Elles concentrent la majeure partie de la population. Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, Ouidah, Malanville, etc. Nos villes sont-elles des villes qui sont dignes de porter le titre ou le nom de ville? Nous allons en parler avec mes invités qui ne sont autres que deux habitués désormais de ce plateau. Le rédacteur en chef de Émergence Info, son nom c'est Omar Salouf. Omar Salouf, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Eden TV et Diaspora FM. Merci infiniment et les auditeurs vous renvoient votre salut avec beaucoup de plaisir. En face de vous, celui que nous avons décidé de pressuriser cette semaine, secrétaire de rédaction de Eden Télévision, Fréjus Seroulan, bonjour. Bonjour Diaspora Bagidi et bonjour aux téléspectateurs de Eden TV et aux auditeurs de la Centre de Pantois, Diaspora FM. Vous supportez la pression? Parfaitement. La pressurisation même. Je m'adapte. Merci à vous donc de nous rejoindre encore une fois et nous aurons avec vous donc l'opportunité d'aborder cette question primordiale. Je ne sais pas, vous vivez en ville ou dans un village proche de Cotonou? Je vis en ville, je suis en plein cœur de la ville de Cotonou. Absolument, et ça c'est connu. Et vous aussi, Omar Salouf? Oui, je suis tantôt en ville, tantôt au village. Je suis au Bénin tout simplement. Au Bénin tout simplement. Et cette dualité de présence sur le territoire national permet de faire cette comparaison, mais aussi tout ce que nous pouvons voir à l'extérieur en regardant ne serait-ce que la télévision, nous permet de comparer les villes. Alors, première question que j'aimerais vous poser, Fréjus Seroulan, quelle image vous renvoie globalement les villes du Bénin? Déjà, vous demandez comme ça l'état des lieux des villes du Bénin. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour les citoyens béninois, même ceux qui ont fait un passage éclair à Cotonou, à Porto-Novo et dans d'autres villes. Nos villes sont confrontées à plusieurs problèmes, des problèmes sur le plan sanitaire, sur le plan de l'environnement et bien d'autres, notamment sur le plan du logement aussi. Donc, nos villes sont dans un état, je ne serai pas sévère, mais ne pouvons pas être fiers de l'état de nos villes aujourd'hui, dans un état qui n'honore pas le pays, qui n'honore pas ceux qui vivent dans ce pays-là. Quand vous faites un tour dans la ville de Cotonou et notamment dans la ville de Calavi, ces villes-là sont confrontées d'abord au problème de la gestion des ordures solides et ménagers. Ce problème-là est récurrent dans ces villes-là. Et il y a le problème aussi d'accès aux services, minimum aux services de soins, de santé. Quel hôpital pour quel pâté de maison, pour combien de citoyens? Nos villes sont dans des états très critiques, dans un état très critique. Alors, quant à vous, Omar Salouf, le bilan, du moins l'état des lieux que présente Fréjus Seroulan n'est pas du tout reluisant. Pour vous, les villes du Bénin sont indignes d'être appelées villes? Bon, on ne va pas être trop sévère, mais il faut retracer quand même la réalité. Les villes béninoises, franchement, ça laisse à désirer. Quand on n'a pas parfois quitté les villes béninoises pour aller avoir la chance d'aller dans d'autres villes africaines ou mondiales, on peut se contenter de ce que Cotonou est la plus grande ville, telle autre est la ville verte, telle autre est la plus propre du Bénin, etc. Mais même si on n'a pas voyagé, qu'on suit dans les médias et tout, qu'on fait une petite comparaison, on voit qu'on a encore du chemin. Il y a beaucoup de problèmes à régler, et l'assainissement, l'hygiène, comme l'a rappelé M. Fréjus, et beaucoup d'autres problèmes. Quand on prend Cotonou seul, on sait que les inondations cycliques, la gestion des déchets solides, la gestion même de l'urbanisation, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les inondations pendant qu'on est en train de morceler les couloirs naturels de circulation d'eau.
pendant qu'on est en train de s'ériger ou bien de s'installer dans les bas-fonds qui doivent servir de couloir pour les eaux en temps d'inondation, pendant qu'on est en train de fermer les bas-fonds, comme je le dis, pour y ériger des habitations, pendant qu'on est en train de faire tout ça, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre normalement à ce qu'il y ait inondation? Maintenant, quand il y a inondation, est-ce que le problème se règle uniquement le temps d'une inondation ou bien il faut pérenniser la solution? Il faut faire en sorte que pendant 5, 10, 20 ans, le problème ne se pose plus. Donc, beaucoup de problèmes, que ce soit à Cotonou, à Porto-Novo ou à Boycon, n'importe où, le problème se pose, le problème d'assainissement se pose, le problème de logement se pose, le problème d'accès aux terres se pose, le problème de sécurisation de nos habitations se pose, et ça se pose un peu partout au Bénin et même au-delà en Afrique et partout. Les problèmes sont nombreux, vous le dites, on parlera d'assainissement, d'ordures, de logement, on parle d'urbanisation, on parle de questions de santé, on parle des inondations, on parle aussi de l'accès aux fonciers, il y en a énormément. Prenons le cas de la capitale, c'est quand même la ville qui devrait être la ville phare de notre pays, c'est la capitale administrative. D'ailleurs, en temps normal, on ne devrait pas parler de Cotonou comme capitale économique, on devrait tout simplement parler de Cotonou comme la plus grande ville du Bénin. Ce terme a été utilisé pour un peu donner une certaine importance que Cotonou a certes prise. Mais quand on prend la capitale Porto-Novo, l'image que dégage la capitale, quel sentiment vous avez chaque fois que vous vous rendez dans notre fameuse capitale? La ville aux trois noms, dit-on. C'est un sentiment d'amertume. C'est un sentiment d'amertume parce que même s'il faut dire que le problème de l'urbanisation n'est pas seulement un problème béninois, parce que pour l'ONU, près de 4 milliards de personnes vivent en ville. Donc l'urbanisation est galopante. Le problème de l'urbanisation est un problème mondial. Et on annonce 5 milliards pour 2030. Donc d'ici 2030, toutes les villes africaines, toutes les villes européennes, les villes asiatiques, toutes les villes du monde seront confrontées à ce problème d'urbanisation et d'assainissement, d'aménagement. Mais parlons précisément de la ville de Porto-Novo qui souffre, comme d'autres villes, comme d'autres capitales, de ce problème. Pour Porto-Novo est plus criard. Ça ne devrait pas présenter cet aspect-là. Quand vous entrez dans notre capitale, vous n'êtes pas fiers. C'est pourquoi on tente de se dérober à cette honte en avançant Cotonou qui présente un aspect légèrement meilleur en parlant de capitale économique. On a galvaudé cela, mais la capitale du Bénin, ça n'a pas changé, c'est Porto-Novo. Et personne ne peut en être fier d'ailleurs. C'est pourquoi on parle de Cotonou, la capitale, Cotonou, la belle. Mais il serait temps, à l'occasion de cette journée des villes où on profite pour parler des défis mondiaux en ce qui concerne les villes, les capitales notamment, de réfléchir, de mettre du doigt sur ce problème-là pour demander réellement qu'est-ce qui se fait par rapport aux nombreux défis, au nombre des routes, les services sociaux, comme je le disais, la santé, les services de base d'éducation, pour les handicapés aussi. Parce qu'il faut le dire, pour le thème 2018 de cette année de la Journée internationale des villes, c'est bâtir des villes durables et résilientes. Puisque nous sommes à cette étape de reconstruire la ville de Porto-Novo. Il faut le dire, il s'agit de reconstruire cette ville. Il faut penser à construire des villes durables et résilientes. C'est quoi? Des villes qui offrent des possibilités à tout le monde, des villes qui n'excluent personne. Quand vous faites un tour dans les capitales européennes, les capitales asiatiques et d'autres pays, quand vous entrez dans la ville, on tient compte de toutes les sensibilités. On prépare des voies pour les handicapés, comment il faut qu'ils traversent, on réserve des couloirs pour les handicapés, on réserve des espaces pour, quand je parle handicapés, c'est les handicapés visuels, les handicapés différents moteurs et autres. Donc on prépare des espaces, on dédie des espaces à ces gens-là pour qu'ils puissent aussi se sentir d'avoir leur place dans ces villes-là. Donc il faut, dans la reconstruction de nos villes et notamment de la capitale de Porto-Novo, penser à tout le monde, aux plus pauvres, parce que quand on construit les villes, vous voyez un projet d'asphaltage, on dit on va aménager nos villes. On croit qu'il suffit seulement de mettre du goudron, du pavé ou bien des fleurs quelque part. On parlera de l'asphaltage tout
tout à l'heure. Non, je ne parle pas de l'asfaltage, je parle toujours de la reconstruction de nos villes. Il faut tenir compte aussi des problèmes. Quand vous entrez dans une ville, quelles sont les couches vulnérables? Qu'est-ce qu'il faut pour eux? Quels services il faut dédier à ces personnes-là pour qu'ils se sentent dans cette ville-là? Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et aussi, quand on parle de ville résiliente, c'est quelle stratégie, quel mécanisme mettre dans ces villes-là pour que dès lors qu'il y a des catastrophes, on puisse prévenir les catastrophes. On parle d'inondations qui concernent notamment plus Cotonou et les autres villes. Comment prévenir l'inondation? Comment gérer ces catastrophes-là? Il faut aussi penser à ce mécanisme. On parle de Porto-Novo. Omar Salouf est un habitué. Il nous fait défaut de temps en temps quand il se rend à Porto-Novo. Omar Salouf, vous avez donc l'habitude de voir notre fameuse capitale et vous n'êtes pas sans savoir que si on doit se dire la vérité, Porto-Novo n'est pas véritablement une ville. En dehors d'un petit cœur de ville autour duquel s'est développé un gros village, si on peut dire les choses gentiment. Oui, même si les gens ne seront pas d'accord avec vous, c'est une réalité. C'est une réalité en ce sens que, d'abord, quand on dit Cotonou et Porto-Novo, la capitale du Bénin, c'est Porto-Novo qui devait abriter la présidente de la République. Absolument. Le Parlement et toutes les grandes institutions, c'est Porto-Novo qui devait l'habiter. Je parlerai plutôt d'aberration que Porto-Novo soit capitale et que la présidence se trouve à Cotonou. D'abord, c'est déjà un grand défaut parce que la présidence se trouvant à Porto-Novo, ça constituera davantage un lieu d'attraction, de défilés, de ballets, des grandes personnalités et tout. Et donc, ça aura encore plus d'intérêt d'y investir. Maintenant que ce n'est pas le cas, Porto-Novo est resté dans son état. Il y a une histoire qui dit que Porto-Novo est resté dans cet état parce que depuis la Révolution, au temps fort de la Révolution, quand Kérékou, paix à son âme, voulait apporter... Déplacer la présidence? Non, voulait donner à Porto-Novo ce qu'il mérite. Il y avait deux aspects, c'est-à-dire qu'on a jugé les Porto-Noviens excusez le thème, ils ne prenaient pas les décisions de Kérékou comme il faut, ils prenaient ça à la légère, avec peut-être un air moqueur. Kérékou a dû constater que certainement ils ne sont pas prêts à accepter peut-être les investissements pour la capitale et donc les choses sont allées comme ça. Avec la proximité avec le Nigeria fait qu'il y a un grand mélange avec les expatriés et donc il y avait beaucoup de choses à régler en même temps et donc les choses sont restées telles. Mais quand on rentre dans Porto-Novo, d'abord à l'entrée déjà on constate qu'il y a un grand musée, un malheureux musée que les gens qualifient de musée national de la corruption. Le siège national qui devrait entrer le siège nouveau. Oui, mais pourtant, délaissé et puis avec tout ce qui a suivi. 45 milliards. Et dans ce bas-fond-là. Et donc, quand on rentre dans Porto-Novo, on se demande si c'est vraiment Porto-Novo la capitale. Et on se demande aussi si ça a vraiment cette proximité avec le Nigeria et Cotonou en même temps. Parce que c'est des atouts en fait. Ça devait être des atouts qui devaient permettre à Porto-Novo d'être bien bâti. Mais regardez l'état des voies. Mais l'état des voies, parlant des voies, et Porto-Novo a par ailleurs le même problème que Abomey par exemple, où c'est une ville historique et pour tracer les voies, il fallait détruire les quartiers historiques, ce qui n'est pas tout à fait possible, parce qu'il faut conserver les vestiges de la colonisation, de la période vous savez, précoloniale. À ce niveau-là, les grandes villes européennes ont trouvé la solution. On su s'adapter. En fait, de petites ruelles, il y a même des rues qui sont interdites à la circulation des véhicules, en dehors des motos ou des vélos. Et puis, les rues sont restreintes, mais on conserve. Et puis, on construit à proximité l'autre versant, en étant la ville, je vais dire moderne,
à côté, ce que Oui. nous ne sommes pas Oui, en train de faire. on n'est pas encore à cette étape. Je me demande quand est-ce qu'on sera prêt pour accéder à cette étape-là. Il y a beaucoup de projets qu'on a annoncés à Porto-Novo. On a dit la réhabilitation de Porto-Novo. On a dit qu'il y aura... Porto-Novo doit retrouver ses lettres de noblesse. Porto-Novo doit retrouver ses attributs de capital. Mais on est toujours là. Et les problèmes d'inondation, il y en a aussi à Porto-Novo. Ah. Oui, il y en a aussi à Porto-Novo parce que quand il pleut avec la terre rouge de Porto-Novo, c'est pas facile. C'est pas du tout facile de circuler dans Porto-Novo. Les ruissellements ainsi que les rigoles qui sont creusées par c'est pas en fait de gaieté de cœur qu'on en parle, c'est après tout notre capitale. On devait tenir notre discours selon lequel on est fier de Porto-Novo, on est fier d'avoir une capitale comme ça parce que ça a été fait pendant plusieurs décennies et maintenant on a une capitale digne de ce nom, mais pour le moment c'est resté comme ça. Capitale de nom mais pas véritablement capitale Porto-Novo, mais à qui la faute si les villes du Bénin et en l'occurrence la capitale, pour parler de Porto-Novo, restons-y un peu, à qui la faute si la capitale est dans cet état lamentable? Est-ce que vraiment les populations sont concernées, celles qui, à un moment donné, n'ont pas vraiment cru que le régime révolutionnaire aurait pu investir pour changer le visage, selon ce que nous dit Omar Salouf? Bon, à qui la faute? Je dirais la faute est à 3 niveaux. La faute est au niveau des gouvernants, au niveau des populations. Bon, je vais dire à 2 niveaux, gouvernement et population. Parlant de Porto-Novo, où les populations n'ont pas cru à la volonté du régime révolutionnaire de construire un Porto-Novo nouveau, je crois qu'on ne peut pas condamner les citoyens. Parce que les gouvernants ont un mandat, ont une politique qu'ils doivent exécuter. Si à chaque pas, à chaque mandature, on doit dire les citoyens n'y croient pas, je ne fais rien, ce n'est pas possible. Ils ne sont pas là pour renoncer à la première difficulté. Ils sont là pour exécuter, dérouler, convaincre et prouver même aux gens qu'ils ont tort, et même imposer s'il le faut. Donc avancer l'argument de ce que les citoyens ne croyaient pas en ce développement, en ce changement-là, je crois que ça ne peut pas passer. Maintenant, je reviens à toutes les villes du Bénin. Cotonou, Porto-Novo, Parakou. À qui la faute? Aux citoyens, aux gouvernants, à l'État central et à l'État décentralisé, si je peux dire, parlant des municipalités. Et quelle est la faute? En quoi consiste la responsabilité des autorités, que ce soit centrales ou décentralisées? Prenons le cas de la ville d'Abomey-Calavi, notre ville là où nous sommes, à Golodjikpe. Avant d'arriver à Golodjikpe, on peut dire que c'est un village. Non, c'est dans Calavi, c'est dans la ville de Calavi. Vous voyez-vous le nombre de poteaux électriques, de lampadaires qui sont en état, en sursis, défoncés par des chauffards. Mais c'est la responsabilité comme telle. Non, je viens. Ces lampadaires sont là jusqu'à aujourd'hui. D'autres menacent de tomber. Vous voyez, il y a du sable sur le bitume. Il y a même du maïs qui pousse sur le bitume. Oui, à Abomey-Calavi. Non, du maïs, j'ai vu, qui pousse sur le bitume. Et des herbes. Nous sommes habitués. Non, le sable s'est accumulé. Bien sûr, mais c'est sur le bitume. Le sable est bien sûr sur le bitume. Eh bien, le maïs pousse sur ce sable sur le bitume. Donc, il faut le préciser. Comment peut-on concevoir dans une ville que les lampadaires, ça fait des années, des mois. Et quelle sécurité veut-on offrir à ces citoyens-là? Cela occasionne des accidents. Une enquête en 2013, au moment où nous commencions Eden TV, décembre 2013, et sur tout le tronçon, j'ai photographié le nombre de lampadaires qui étaient cassés par les chauffards, amochés par les chauffards. Et en 2018, je peux vous garantir que la plupart n'ont pas encore été réparés. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis, il y a une faute. Qu'est-ce que la mairie fait? Qu'est-ce que la municipalité de Calavi fait pour réparer cela? Parce qu'il faut voir les conséquences. Ça, les anodin, ça peut sembler être une blague. Quel budget dispose la municipalité? Et quand la nuit, par exemple, vous roulez pour soit rejoindre Cotonou, regagner Calavi, et qu'un chauffard, par la faible luminosité de la voie, vous croyez que vous perdez la vie,
et que vous perdez une personne, une ressource humaine capable de développer la ville, qui a peut-être des ambitions, qui a des projets, le capital humain est en moins. La ville perd, le pays perd. Et cela, c'est à cause d'une ville qui n'a pas été bien gérée. On parle là de la gestion, parce que quand on parle de la journée des villes, quand on parle de villes résilientes, de villes durables, il y a aussi le problème de la gestion des villes. Et là, manifestement, il y a un problème de gestion. Vous parlez qu'est-ce que la mairie devait faire? On devait mettre en place une politique de, je ne dirais pas polluer, destructeur-payeur. Quand un camion détruit une infrastructure de ce genre-là, qu'est-ce qui est fait? Il n'attend pas d'être voilà. Quel est l'outil? On ne retrouve pas toujours les camions. Non, on ne peut pas dire ça. Nous ne sommes pas dans un état de non-droit. Quand un camion détruit une infrastructure et est immobilisé à cet endroit-là, nous voyons les policiers qui viennent faire le constat. Quel est l'outil? Quelle est la politique qui permet de faire payer le destructeur? À défaut, même si le chauffeur fuit, le véhicule appartient à quelqu'un. Le véhicule est au nom de quelqu'un, on peut facilement retrouver cette personne. Cette personne doit pouvoir contribuer à la réparation de ces infrastructures qui sont détruites. Je ne comprends pas comment on peut laisser des choses comme ça des gens. Donc, il y a la faute des gouvernants. Où est la faute des citoyens? Ce sont les citoyens qui sont les chauffards, qui détruisent ces infrastructures-là. Il y a des limitations de vitesse. Est-ce que nous respectons cela? À quelle vitesse roulez-vous? Non, moi je roule souvent à 40. Est-ce que nous respectons pour des raisons de santé et de prudence et de civisme Je suis un bon citoyen. En tout cas, on va revenir aux responsabilités des gouvernants avec vous, mais parlons avec vous, Massalou, de la responsabilité qui incombe aux citoyens, non pas seulement sur les artères que nous saccageons à longueur de journée. On vient de remettre les feux tricolores au carrefour Ita et au carrefour Bouta. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais les citoyens, quelle est leur responsabilité dans l'état dans lequel se trouvent nos villes aujourd'hui, nos artères, se trouve l'état de l'assainissement, les ordures que nous jetons ici et là? Oui. Vous savez, quand le citoyen commet une erreur, et qu'il s'en va et qu'il ne s'inquiète pas, je pense que c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle honnêteté citoyenne et tout, mais quand il ne sent pas qu'il y a une force extérieure, une force publique ou une force policière qui le contraint à d'abord attendre, à assumer ses responsabilités et à réparer ce qu'il a détruit, je crois que quand il n'y a pas cette force-là, libre à lui de partir, de s'échapper et de revenir. L'exemple typique, c'est hier seulement, j'étais en train de dépasser un minibus quand une dame a jeté un sachet qui, heureusement que j'avais mes vitres fermées, mais qui est tombé sur mon véhicule. Elle a jeté son sachet depuis le minibus, ça a tapé sur mon véhicule, j'ai continué, mais bon, ça aurait pu être, mes vitres étaient baissées, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le sachet. Elle aurait partagé son sachet avec vous. Avec moi, non, et puis c'est comme ça, ce sachet est resté sur la voie, ça va dégrader la voie. Oui, on a souvent donné l'exemple du Ghana où les gens disent quand ils étaient partis au Ghana, il y a un bus duquel était sorti un sachet, on a attendu que le bus fasse 100 km avant que le routier ne vienne, les faire retourner pour que celui qui a jeté le sachet revienne prendre et que l'intéressé c'est lui qui paie la carburation du retour de ce bus-là et qu'il paie tous les dommages liés à son acte. Je crois on a souvent, on cite souvent ces exemples-là, mais on ne se les applique pas. C'est-à-dire, il faut mettre en place une politique. C'est pratiquement vrai. Hein? Oui. Vous roulez au Ghana, vous respectez la limitation de vitesse 50-60, 70 à certains moments, mais dès que vous rentrez dans le Togo ou dans le Bénin, le Béninois, il réajuste sa ceinture, il se dit bon, maintenant je suis chez moi et il on se dit fini les restrictions, fini les lois, maintenant je suis dans un territoire de non-loi, je suis dans un territoire où je suis sur un territoire où je peux faire tout ce que je veux. Et donc il y a encore du chemin. Maintenant par rapport à la responsabilité du citoyen, c'est difficile de laisser le citoyen se décider lui-même
de respecter les lois. C'est vrai qu'on dit que les lois, et Jean-Jacques Rousseau a dit, les lois l'obéissance aux lois concepts prescrites est liberté. C'est vrai, mais quand à côté de ces lois-là, il n'y a pas une certaine force, le citoyen a du mal. Le citoyen a du mal à respecter effectivement ces lois-là. Et quand le citoyen a la volonté et que les forces publiques n'ont pas cette volonté-là, parce que le poteau électrique est tombé, il regarde à gauche et à droite, il n'a vu aucune force de l'ordre, aucun policier, paf, il s'en va. Et puis il sait qu'il a créé des dommages à l'État, mais il dit que bon, qu'il n'est pas là. Maintenant, et ces conducteurs... Ça ne posait pas aussi du fait que le citoyen pense que ceux qui sont au pouvoir, ils se sucrent sur le dos de l'État, et que lui, bon, il ne vient que de causer un petit dommage. Un petit dommage, ce que eux autres ils prennent, c'est largement supérieur à ce qu'il vient de... C'est vrai, il y a tous ces arguments-là qu'on peut avancer, mais l'autre chose... Quand on est chauffeur ou bien conducteur et qu'il sonne une certaine heure, on peut garer calmement, se reposer et reprendre la route le lendemain. Parce que la plupart des accidents que nous constatons déjà sur l'axe Cotonou-Calavi surviennent la nuit et causés par les conducteurs de gros porteurs ou les gros porteurs. Maintenant, quand on a conduit depuis Malanville ou quand on a conduit depuis un certain niveau et qu'on est fatigué, on peut garer calmement, se reposer, histoire de reprendre la route quelques heures plus tard. Mais ça ne se fait pas et c'est heureusement d'ailleurs que ça se passe dans la nuit profonde où la circulation n'est pas dense. Sinon, les dégâts, il y aurait beaucoup de dégâts humains et ce ne serait pas facile à gérer. Maintenant que c'est dans la nuit profonde que ça se passe et que l'intéressé n'a pas eu des forces de l'ordre à côté pour lui appliquer une certaine loi, il s'en va. Il reste là uniquement quand il n'a plus la possibilité d'avancer parce que son camion a eu beaucoup de dommages. Alors, parlons rapidement également de l'état des logements dans nos villes, les fameux logements que les différents gouvernements ont voulu construire pour permettre aux citoyens de se loger à moindre coût. Les HLM, comme on peut le dire, les habitations à loyer modéré, ont toujours été des échecs lamentables. Comment peut-on expliquer cette situation ici au Bénin? C'est cette question relative à la corruption. Ça, il faut avoir le courage de se le dire et à une mauvaise volonté politique parce que aujourd'hui, quand on parle de ces logements sociaux-là, il y en a qui sont dédiés maintenant aux criminels, où ne poussent que des herbes, où les criminels trouvent refuge. Les constructions commencent, ne sont jamais achevées. D'autres sont achevées et ne sont jamais attribuées. Et ils sont là, les portes sont fermées. Je crois qu'il y a un reportage qui est passé dessus il y a quelques temps sur nos antennes. On a vu des logements, les portes sont fermées, il n'y a pas d'attribution. D'autres, il n'y a personne qui vit, et donc c'est comme ça. On ne comprend pas. Mais d'autres ne sont pas achevés. Les seuls logements ne sont pas achevés. On peut comprendre aisément où est passé l'argent. On peut comprendre que c'est le cas similaire de ce musée dont parlait mon cher ami qui est à l'entrée de Porte-Novo, le Parlement, l'éléphant blanc. Donc c'est une question de corruption. Mais comment peut-on en arriver à cela? Si nos gouvernants avaient une volonté politique réellement et avaient le souci de construire des villes propres, des villes résilientes, des villes qui permettent à tous les citoyens de retrouver leur place, d'y vivre dignement et de contribuer au développement de la nation, je crois qu'ils accorderont du prix, de la rigueur, une attention particulière à ces logements sociaux-là pour que réellement les fonds affectés à la construction de ces logements soient effectivement, achèvent effectivement ces logements-là, et que ces logements-là soient attribués aux personnes qui en ont réellement besoin. Parce que c'est l'autre problème aussi. Les logements qui sont attribués, est-ce que ces logements-là ont été réellement attribués à ceux qui en ont besoin? Ou bien,
comme nous en avions l'habitude, un XY connaît tel qui est en charge du projet, vient, moi je veux tel logement, et on laisse les personnes qui en ont besoin et on donne ça à d'autres qui n'en ont pas réellement besoin. Parce que c'est aussi ça, les problèmes des logements à loyer modéré. C'est construit pour une certaine classe de personnes. Mais vous êtes déjà à l'aise, mais vous trouvez qu'il vous faut encore avoir un HLM. Donc, le gouvernement de la rupture est aussi sur ce chemin, veut construire aussi ces logements sociaux. On va espérer que ces logements-là aboutissent et soient réellement attribués à ceux qui en ont besoin. Parce que le problème de logement est un problème très récurrent. Et on peut déjà saluer, parlant de logement, un autre aspect, le Parlement qui a voté une loi sur les loyers, qui permet aujourd'hui aux citoyens de souffler un peu. Parce que le problème de logement, c'est aussi l'accès au logement facile dans les villes victimes de l'urbanisation comme Cotonou, où on doit y rester, mais sauvage, on paye, comment on appelle, 50 000 pour une chambre entrée-couchée. Et ce n'est pas là, on n'a pas encore définitivement réglé ce problème, mais on a au moins réglé le problème du coût, du loyer, du nombre d'avances à payer. Donc ça soulage énormément. Et encore, moi je connais des agences immobilières où les propriétaires ont décidé de retirer simplement leur maison pour pouvoir les gérer eux-mêmes en disant c'est pas l'État qui a construit ma maison. Si jamais l'État veut que les gens payent 3 mois de loyer, il n'a qu'à venir louer la maison. J'en venais. Donc il y a une loi. C'est un pas vers la réglementation de la fréquence, du coût, de combien de mois d'avance à payer. Maintenant, il faut suivre cette loi parce que ça ne sert à rien de dire nous avons voté la loi pour aider les citoyens et qu'il n'y ait pas un suivi rigoureux pour permettre aux propriétaires de réellement se conformer à la réglementation en vigueur. Donc, il faut que les pouvoirs publics puissent mettre en place une politique pour suivre réellement l'exécution de cette loi, pour s'assurer effectivement que les propriétaires permettent aux citoyens d'avoir assez dignement et décemment au logement dans nos différentes villes. On parle de logement, mais on parle également de villes vertes. Dans la ville de Cotonou, moi je ne sais pas, j'ai vu un seul parc, c'est celui qui a été réalisé récemment au niveau de Fifadji. Il n'est pas tout à fait vert. Je ne sais pas si nous avons vraiment de l'espace vert dans nos villes, à part la brousse qui pousse et qui n'a pas encore été domptée par les populations. Oui, on parle de ville verte, mais vous savez, je le disais au début, tous les espaces, même on apprend parfois que les espaces publics ont été morcelés, les réserves administratives, les espaces dédiés à l'utilité publique ont été morcelés pour être vendus. Et on apprend tout ça. Maintenant, c'est bien dommage. Maintenant que c'est ça, est-ce qu'il faut mettre en place une politique pour rétrocéder à l'État ces parcelles, pour ramener dans le patrimoine de l'État ce qui lui appartient? C'est une question. Maintenant, parlant des autres possibilités, les gens, quand on fait un tour à Cotonou, on constate que les gens utilisent tellement l'espace qui n'ont plus la possibilité de même planter un seul arbre devant leur portail. C'est-à-dire la totalité de l'espace. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est obligé d'aller sur le domaine public et qu'on parle après de casse ou bien de déguerpissement ou de libération d'espace public. C'est tout ça qui... C'est vrai que les morcellements sont tellement petits et que dans la quête, surtout les maisons à usage de location et destinées à la location, les parcelles sont tellement petites que les gens sont dans la quête, dans la volonté de faire beaucoup de bénéfices, sont obligés d'utiliser tout l'espace pour avoir le maximum de chambres à louer et tout. Et donc, sinon, une simple politique consisterait à faire en sorte que devant chaque maison, il y ait au moins un arbre. Et dans tous les terre-pleins centraux, comme on le dit, qu'on y plante des arbres. Mais cette politique-là n'a pas encore pris. Maintenant, les responsabilités, chacun doit prendre ses responsabilités, quel que soit son niveau. C'est pas pour parler de moi-même, sinon que moi, j'appartiens par exemple à un réseau de journalistes des questions institutionnelles et gouvernementales et on a mis en place un projet d'éco-citoyenneté.
Donc, on cible des personnalités qu'on fait ambassadeurs, par exemple, et quitte à eux, et puis on les suit pendant un certain moment, et pendant cette durée-là, on pourra l'évaluer et dire que de tel moment à tel autre, il a eu à faire un certain nombre d'actes dans le centre de l'éco-citoyenneté. C'est des actions comme ça qu'on peut mettre en place pour contrôle, la veille citoyenne et tout, pour amener les décideurs, quels qu'ils soient, à quel niveau qu'ils soient, de les, je ne vais pas dire contraindre, mais de les amener ou bien de les encourager à faire davantage, parce qu'à y voir de plus près, c'est toujours pas facile. À ce sujet du peu, j'ai discuté par exemple avec le maire d'Abomey-Calavi hier, il a dit que il se voit parfois bloqué dans certains de ces élans, parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives à faire, le financement ne vient pas toujours comme il faut, et beaucoup d'autres choses. Sinon, on peut dire à chaque heure, est-ce que d'abord toutes les maisons ont l'abonnement pour le ramassage des ordures? Certainement pas. Non. Quand on fait un tour... Combien non? C'est à peine 3%. Oui, quand on fait un tour à Dantopa, les espaces libérés sont pris d'assaut par les ordures sauvages. Les terres pleins centraux, c'est bourré d'ordures. Quand on prend au niveau de Saint-Michel, là, la pharmacie qui est là, à côté, là, Cat-thérapie, là, mais quand vous stationnez là, vous ne pouvez pas respirer. Mais ces ordures-là sont venues de quelque part, sont venues du marché. Est-ce qu'on a donné la possibilité où on a contraint chaque bonne dame ou chaque occupant du marché à cotiser ou bien à souscrire à une structure de pré-collecte d'ordures? On n'a pas fait ça. Maintenant, même s'il y a ces structures-là, quelle politique on a mis en place pour vraiment contraindre chaque citoyen à s'abonner? Parce que il y a aussi une autre mentalité. C'est-à-dire, on dit que j'ai chez moi le marché, je ne dors pas là. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut, oubliant que quand on va effectivement au marché, c'est au marché qu'on passe la plupart de son temps. Parce qu'on sort de la maison tôt le matin, on y revient trop tard, très tard, je vais dire. Et donc, il faut mettre en place des politiques, parce que l'autre chose aussi, quand on parle de politique, on y voit vraiment la politique. Maintenant, quand on ne va pas parler de politique, on va dire il faut mettre en place un dispositif alors pour que chaque citoyen puisse percevoir le danger qu'il y a, le danger qui se profile à l'horizon. À ne pas avoir des comportements citoyens. Des comportements citoyens. Voilà, parlons maintenant rapidement pour finir de l'asphaltage, le projet d'asphaltage des villes qui a été lancé par le gouvernement en place, qui a pour ambition de transformer les villes du Bénin. Avez-vous bon espoir, justement, que ces projets d'asphaltage vont changer le visage des villes du Bénin sur les plans que nous avons évoqués il y a un instant? Je crois que c'est le souhait que nous devons avoir, de voir que ce projet aboutisse pour le bonheur de nous tous, pour des villes plus durables, des villes plus responsables. Vous aviez parlé tout à l'heure de villes vertes. Il faut dire que, parlant de villes vertes, dans le projet d'asphaltage aussi, on a vu un échantillon à Ouéro, au niveau du passage supérieur de Ouéro. Voilà, on a vu un échantillon. Si ça peut se poursuivre, je crois que nos villes vont vraiment changer de visage, parce que pour Ouéro, c'est comme si les populations attendaient ça. C'est vrai que les aménagements urbains... on peut dire un mini-parc. Hein? Oui, un mini-parc, mais les populations sont heureuses. Oui, parce que chaque fois vous les voyez. Vous les voyez, ça veut dire que les aménagements urbains facilitent les relations humaines, parce que vous voyez les gens qui ne se connaissaient pas s'asseoir, se parler, mettre l'ordinateur, se connecter et travailler. C'est agréable. Si cela peut se poursuivre dans toutes les villes, que ce soit une réalité, ce sera pour le bonheur de nous tous. Mais parlant de villes vertes aussi, le gouvernement a déjà fait un pas aussi, parce qu'il s'agit aussi des énergies renouvelables. La ville verte, ce n'est pas seulement les arbres, les jardins.
c'est l'énergie que nous utilisons, l'énergie propre. Et je crois qu'en matière d'énergie électrique, le gouvernement a adopté il y a quelques jours en Conseil des ministres une politique qui permet l'utilisation des énergies renouvelables, si je ne me trompe. Voilà, qui facilite l'utilisation par les ménages et autres de l'énergie renouvelable. Donc ça va rendre un peu plus le coût, ça va rendre un peu plus propre nos villes également. La ville verte aussi, c'est les moteurs que nous utilisons. Quel type de véhicules que nous utilisons. D'autres pays comme le Rwanda, je crois, ont déjà interdit certains types de véhicules qui polluent énormément l'environnement et l'âge des véhicules aussi. Si nous pouvons aussi arriver à l'étape là, parce que vous voyez des véhicules d'un temps vraiment ancien et qui ne se gênent pas pour vous embaumer d'une fumée très très noire, toxique, je vais dire, je suppose que cette fumée est toxique. Donc, forcément, si on peut en arriver là aussi au niveau des véhicules que nous utilisons, que ce soit des véhicules qui respectent l'environnement, l'énergie renouvelable, si d'autres actions peuvent accompagner pour permettre aux ménages d'avoir réellement accès à ces énergies renouvelables, ce sera encore bien davantage et les parcs vers les aménagements urbains, ce sera encore mieux. Maintenant, parlons des déchets, les ordures ménagères. Nous en sommes tous coupables, les citoyens. C'est devant nous que chaque citoyen, quand on a son atelier au bord d'une voie, on ne se gêne pas pour jeter ses ordures sur la voie et cela est source de problèmes de santé pour nous tous. Mais est-ce que les villes, quand vous prenez le tronçon Glo, Calavi, jusqu'à l'échangeur, combien de poubelles avez-vous vu au bord des voies pour permettre aux citoyens de jeter ces déchets dedans? Il faut déjà une politique pour permettre aux citoyens de jeter ces déchets-là. Et après, on verra si c'est de l'incivisme ou pas. Mais puisque la personne n'a pas où déposer, le sol s'offre à lui, il dépose là. Donc, il y a aussi une question de gestion au niveau de nos autorités, de la municipalité de Calavi, de Cotonou et de bien d'autres villes, de l'État central. Ils doivent y penser aussi pour permettre à nos villes d'être des villes propres, durables et résilientes. Merci, Frédéric Roland. Est-ce que vous pensez, pour finir, Omar Salouf, que l'exemple du Sénégal qui construit une nouvelle ville à côté de Dakar, qui étend Dakar vers d'autres régions, est-ce que c'est un exemple qu'on peut essayer de suivre au Bénin, construire une nouvelle capitale ailleurs, renoncer à Porto-Novo ou bien renoncer à Cotonou, transformer une nouvelle ville? On l'a vu en Guinée équatoriale, on l'a vu au Sénégal. Est-ce que c'est possible au Bénin? Oui, je crois que ce projet aussi existe aussi au Bénin depuis bien longtemps. On parlait du Grand Cotonou, il y a bien longtemps qu'on parlait du Grand Cotonou. Et le gouvernement talon est arrivé à parler du Grand Nokoué et a pris en compte plusieurs villes ensemble. Et je crois que c'est possible au Bénin. C'est possible, surtout quand on constate visiblement que la vie à Cotonou devient de plus en plus difficile. On ne peut plus s'étendre, hein? La mer nous bloque la mer nous bloque. Et je vais vous dire, vous le savez certainement mieux que moi, à part les personnalités qui habitent pour la plupart à Kadiaou, beaucoup viennent dormir à Calavi. Donc, c'est tellement qu'ils ont compris que Cotonou n'est pas une cité dortoir et que, comme on le dit, c'est Abomey-Calavi qui est effectivement une cité dortoir. Et donc, on peut effectivement étendre. Quand on prend Porto-Novo, on peut l'étendre. Calavi n'est pas un exemple d'expansion réussie. Non, mais on peut corriger. On peut bien corriger. Je parlais de Porto-Novo. Avec l'asphaltage, on peut corriger. Oui, effectivement, on peut corriger. Et Porto-Novo, pourquoi ne pas l'étendre vers Akoum-Misérité qui est vraiment contigu à Porto-Novo et qui a encore de l'espace. Il y a encore de l'espace à Akoum-Misérité, par exemple. Il y a aussi de l'espace à Abomey-Calavi. Parlant du projet d'asphaltage, je crois que c'est une très belle initiative. Ça va changer à coup sûr le visage des villes concernées. Mais moi, mon problème se trouve au niveau du suivi ou bien de l'entretien de tout ce qu'on va réaliser comme ouvrage. Voilà. Et on a vu bien de travaux réalisés sous d'autres régimes, mais qui sont délaissés, qui sont mal entretenus, qui sont mal exploités et saccagés par les populations. Et j'espère que pour cette fois-ci, et d'ailleurs, parlant aussi de la qualité, on a vu le pont de Fifadji qui a voulu céder, paraît-il. On a vu d'autres ouvrages qui n'ont pas tenu dans le temps. J'espère que le projet d'asphaltage va prendre en compte
tous ces aspects-là pour que ça ne soit pas vraiment un projet qui va juste durer 5 ans ou 2 ans et qu'après on va encore dire qu'il faut engloutir des milliards pour reconstruire, pour restaurer et tout. J'espère que ça va durer dans le temps et que ça va servir d'exemple pour d'autres villes qui vont bénéficier de ces mêmes projets-là et se mettre au pas de la mondialisation, parce que ce n'est pas une fierté quand les gens viennent au Bénin, on constate que vraiment on a encore... Même le fameux quartier chic de la Rêve, on peut le présenter, est dans un état lamentable. Merci à vous, Omar Salouf, pour cette analyse sur l'état de nos villes. Merci beaucoup à vous aussi, ce fut un plaisir. Merci, Fréjus Serlan. Omar Salouf, rédacteur en chef de Émergence Info, c'est bien cela. Et Fréjus Serlan, secrétaire de rédaction d'Eden Télévision.